Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui la première usine de bromure de sodium à Djibouti. Dans l'actualité nationale également, réunion d'information sur les conséquences des inondations et sur l'aide d'urgence à apporter à la population. Et dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, jour d'élection, l'heure du choix, le Brexit est en tête. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin la première usine chimique de Djibouti sur le site du lac Assal. La première phase lancée il y a 2 ans de cela vient de s'achever aujourd'hui pour la production de bromure de sodium. La cérémonie a vu la participation, outre du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, du président du CA de Chandong Anwen Chemical, Yong Chun-bin, du directeur général de Industrial Investment Holding et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, du ministre de l'économie et des finances, du ministre auprès de la présidence chargée des investissements, des membres du gouvernement, des parlementaires et ainsi que les habitants du lac Assal. مشروع كسيدرا كلا درن تنا منتنا كسيدرا كلا درن مشروع كسيدرا. Et à son arrivée sur les lieux de la cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, le ministre des investissements, Ali Guelleh, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, donc, a pris par la suite un bain de foule, donc des habitants du lac Assal qui sont sortis massivement pour accueillir le chef de l'État par des chants et des danses traditionnelles. En effet, cette usine est une usine d'assemblage du bromure qui se trouve à lac Assal et de sodium importé par la Chine. Cette usine produira en effet le bromure de sodium qui est une matière lourde et elle est utilisée dans plusieurs industries comme la cosmétique, la pharmaceutique, communication, notamment dans la fibre optique et dans les sociétés de pétrole. C'est un projet signé conjointement par la société chinoise Chandong Anwen Chemical et par le gouvernement djiboutien pour une durée de 20 ans. Le bromure de sodium sera exporté en Chine et commercialisé là-bas. La société chinoise détient à 65% et 35% pour l'État djiboutien. Cette industrie va avoir des retombées économiques faisant de la région un pôle industriel et économique à part entière qui va contribuer à une création d'emplois considérable. Et dans leurs interventions respectives, à l'issue du début de cette cérémonie, le PDG de Salt Investment et l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Zhuo Ruicheng, se sont réjouis donc de l'organisation de cette cérémonie et de l'inauguration de cette usine. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour solennellement tenir la cérémonie d'inauguration destinée à la première phase du projet de bromure de sodium et du lancement de construction de la deuxième phase de l'usine, qui s'est entreprise par Salt Investment et Shandong Haiwan Chemical Company. C'est une réussite très importante que nous avons gagnée dans l'exploitation complète du lac Assal, qui a comblé la lacune de l'entreprise chimique à Djibouti et également il y a une nouvelle percée dans le développement industriel vers des domaines différents. Ces dernières années, grâce à la direction clairvoyante du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a connu un développement soutenu sur les plans économiques et social.
avec une amélioration sans cesse des conditions de vie de la population. Et des progrès importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035. En tant qu'ami sincère et fiable de Djibouti, la Chine s'en félicite du fond du cœur. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que l'usine de Lakassal se préparait donc à produire et à exporter des volumes importants de l'ordre de 52 000 tonnes par an sur la scène internationale, une demande très importante pour un marché en pleine croissance. On l'écoute. Mesdames et messieurs, ces complexes industriels présentent pour Djibouti et pour vous, Monsieur le Président, spécialement, plusieurs motifs de satisfaction. La première satisfaction est de voir nos ressources naturelles transformées avec une forte valeur ajoutée et créer beaucoup d'opportunités dans cette partie de notre cher Djibouti. La seconde satisfaction est que cet investissement va nous permettre de consolider notre stratégie de diversification de l'économie nationale. Le troisième motif de satisfaction est la réalisation d'un rêve, Monsieur le Président, ou plutôt d'une détermination à créer des pôles de développement régionaux, et ici en particulier le pôle de développement, la zone économique spéciale de Lakassal sur laquelle nous sommes en train de travailler. Enfin, et non de moindre, nous allons pouvoir offrir, Monsieur le Président, des opportunités d'emploi, de nombreux emplois, à commencer par 200 emplois directs et indirects par la première phase et jusqu'à 500 et plus d'emplois avec la deuxième phase. Excellences, Monsieur le Président, dans votre vision à long terme et dans les différentes stratégies opérationnelles, vous avez toujours voulu une économie nationale diversifiée et tirée principalement par un secteur privé vibrant. Nous constatons naturellement que notre économie, souvent qualifiée d'économie de services, est focalisée principalement sur le commerce et les services, est en train de se transformer petit à petit en une économie plus diversifiée, moins monolithique et avec un développement industriel porteur de beaucoup d'emplois. Et dans son allocution prononcée à l'occasion de cette importante cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que l'inauguration de cette usine aujourd'hui s'inscrit dans la politique des grands travaux et également destinée à redynamiser le développement des territoires djiboutiens. On écoute le président de la République. Avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que j'assiste avec vous à cette cérémonie d'inauguration. Depuis quelque temps maintenant, la région du Lakassal devient coutumière de ce genre de cérémonie. Et c'est une très bonne nouvelle pour une région que les croyances, mais aussi les difficultés d'accès et la rigueur des conditions climatiques rendaient réfractaires, pensait-on, à toute velléité de développement économique. Aujourd'hui, le Lakassal, grâce aux progrès réalisés, notamment sur le plan des infrastructures, ne revêt plus ce caractère singulier d'un no man's land où aucun développement n'est envisageable. C'est une très bonne nouvelle, tout d'abord, pour les habitants de cette région, car pour ces habitants qui vivaient dans des conditions naturelles de précarité extrême, les perspectives de développement de leur région. C'est avant tout la garantie d'amélioration de leur quotidien et de leurs conditions d'existence. Mais c'est une aussi très bonne nouvelle pour le pays tout entier et pour l'économie nationale. Car ce projet aussi, mais aussi d'autres projets en cours dans cette région, comme la géothermie,
ou encore l'exploitation du gypse et du sel et de ses dérivés rentrent dans le cadre de la diversification de notre économie. Et à ce titre, ces projets industriels viennent solidifier notre croissance et notre développement durable, conformément bien sûr à la vision 2035 du gouvernement. Aujourd'hui, nous inaugurons la première phase de la production de bromure de sodium d'une capacité de 22 000 tonnes. Après la construction d'une seconde unité, cette capacité sera portée à 50 000 tonnes. Mais cette production de bromure de sodium sera complétée aussi par la production sur place de la soude caustique et du chlore. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exploitation du sel brut, la société fait ainsi le choix de se focaliser sur la production de ses dérivés. Ce choix est un bon choix car il a une rationalité économique et industrielle incontestable. C'est pourquoi je félicite les investisseurs qui ont fait ce choix stratégique, pas du tout évident a priori pour notre pays, où la culture des industries, surtout des industries chimiques, accuse un vrai déficit. Mais si Salt Investment l'a fait, c'est que c'est possible. Et cela prouve l'immense potentiel du développement du secteur industriel de notre pays. Et poursuivant donc son allocution, le chef de l'État a indiqué que cette industrie va avoir des retombées économiques faisant de la région un pôle industriel économique à part entière qui va contribuer à une création d'emplois considérable. Et dans l'immédiat, a rappelé le président de la République, ce sont plus de 200 emplois directs et de milliers d'emplois indirects qui seront créés avec une création de richesse estimée à plusieurs millions de dollars à l'année. On écoute le chef de l'État. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, notre économie essentiellement basée sur le secteur tertiaire donnait l'impression d'être unijambiste. Désormais, avec le développement amorcé du secteur industriel comme la zone économique spéciale du lac Assal, notre économie gagnera, comme je l'ai dit, en solidité et en stabilité. Mais l'enjeu de cette nouvelle donne pour notre population va au-delà d'une simple diversification de notre économie. L'enjeu pour notre population réside avant tout dans la mise en place d'une croissance inclusive, une croissance qui se décline dans le développement des infrastructures sociales, dans la lutte contre la précarité et enfin dans la lutte contre le chômage. L'impact induit de ce projet sur l'emploi et par ricochet sur la précarité et la pauvreté répond à ces objectifs. Puisqu'on parle de création de plusieurs centaines d'emplois, directs et indirects, et à terme, avec l'opérationnalisation du port du Goubet et d'autres projets en cours, cette zone spéciale du lac Assal constituera, à n'en pas douter, un écosystème central de développement économique et social de toute une région. Naturellement, le gouvernement accompagnera cette éclosion avec, comme fil directeur et comme baromètre, l'émergence d'une économie inclusive et intégrée. Mesdames et messieurs, si j'ai parlé d'un développement économique intégré, c'est aussi parce que ce site du lac Assal a la particularité de réunir les conditions d'un développement multiforme sur plusieurs niveaux. Le niveau minier, bien sûr, mais aussi le niveau énergétique et le niveau touristique. L'erreur serait de privilégier l'un au détriment de l'autre. L'erreur serait de sacrifier l'un par rapport à l'autre. Mais nous n'allons pas faire cette erreur. Nous n'allons pas diminuer l'attractivité touristique de ce site unique au monde. Et cela passe obligatoirement par une exploitation minière et énergétique qui préserve l'écologie
et l'environnement. Tous ensemble, le gouvernement, mais aussi les acteurs régionaux ainsi que les entreprises, nous devons prendre nos responsabilités et veiller à ce que le développement économique du lac Assal soit inclusif, intégré et durable. Vive la coopération sino-djiboutienne. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé aux côtés du ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher, et de la ministre des Affaires sociales et de solidarité, la réunion d'information sur les conséquences des inondations et sur l'aide d'urgence à apporter à la population en République de Djibouti. À cet égard, le chef de la diplomatie djiboutienne a convié à cette grande rencontre tous les ambassadeurs étrangers des pays amis et organisations internationales issues du système des Nations Unies, dans sa représentante Barbara Mendy. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif chargé de la gestion des risques et des catastrophes. Le chef de la diplomatie djiboutienne a rappelé des activités aux invités diplomates qu'entre les 21 et 28 novembre 2019, Djibouti a subi des fortes pluies sur l'ensemble du territoire national. L'équivalent de plus de 2 années de précipitations sont tombées en seulement 72 heures, correspondant à 355 mm de précipitations. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a également affirmé que les inondations ont aussi causé des dommages importants aux infrastructures et équipements sociaux et aux maisons et aux moyens de subsistance. Dans cet état des choses, donc, assistance humanitaire à l'égard de ces hôtes au nom du gouvernement djiboutien qui sont nos partenaires au développement en vue d'une solidarité conséquente à l'encontre des milliers de personnes djiboutiennes touchées par ces inondations sur l'ensemble du pays et aux infrastructures et équipements sociaux. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités qui a pris part à cette importante réunion. Qui ont été effectués, qui se sont faits de 2 manières. La première phase était une phase de riposte et de réponse à la catastrophe en temps réel, pour lequel les moyens du gouvernement djiboutien, mais également l'apport de l'ensemble des pays amis et partenaires s'y sont joints, et tout le monde a adhéré au plan Orsec, tel qu'il a été décrit et prévu par les décrets nationaux. Ensuite, maintenant, il est du devoir du gouvernement djiboutien de pouvoir formuler le besoin de la deuxième partie, qui vont eux aussi encore se subdiviser en deux grands niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de connaître comment Djibouti doit dorénavant se préparer à des ripostes de tel genre, parce que les catastrophes naturelles vont se multiplier compte tenu des changements climatiques. Donc le Djibouti doit être doté de tous les outils et structures pour pouvoir faire ce travail de riposte et renforcer le plan Orsec, que ce soit en moyens techniques, mais aussi en moyens d'expertise et de moyens financiers. La phase, c'est de regarder quels sont qui sont les conséquences majeures et donc les impacts qui ont touché les infrastructures, que ce soit des infrastructures sociaux, mais aussi des infrastructures de transport et autres, parce que c'est ce qui va représenter le plus lourd maintenant en termes de financement, et pour que nous puissions corriger les conséquences de l'inondation. Mais il faut être certain que les catastrophes naturelles, on les aura tout le temps, et il faudra se préparer en conséquence. Donc moi, je vais insister sur l'appui et l'accompagnement des populations qui ont été touchées par les inondations et pour lesquelles il y a urgence de pouvoir les accompagner sur le volet humanitaire. Déjà, beaucoup de choses ont été faites avec nos partenaires actuellement. Nous avons une estimation d'à peu près 12 000 ménages enquêtés, mais on est parti sur 20 000 proposés. Pour le moment, les enquêtes sont encore en cours. Ces ménages vont être accompagnés au niveau des foyers. Ils vont pouvoir avoir les équipements et matériels nécessaires pour reconstruire leur vie. Mais c'est encore des gaps qui existent et il faut toujours se prémunir en fait, et prévenir ces problèmes-là. Donc j'insisterai sur le volet humanitaire qui est quand même la conséquence la plus lourde au niveau de la capitale, mais également dans les régions de l'intérieur. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler.
Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher, a également affirmé donc que les inondations ont causé beaucoup de dégâts et de dommages importants au niveau d'infrastructures et équipements sociaux, mais aussi au niveau des moyens de subsistance. On écoute le ministre. Je vous rappelle que le 21 novembre, on a déclenché le plan ORSEC, Organisation des secours. À la suite de cette catastrophe naturelle, l'évaluation rapide des besoins multisectoriels des institutions concernées du gouvernement djiboutien et des équipes des Nations Unies et des partenaires humanitaires se sont mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents de la population. Le gouvernement a élaboré un plan d'action chiffré pour répondre aux urgences causées par les inondations du mois de novembre 2019. S'en suivra, je pense, un flash appeal du système des Nations Unies et des partenaires humanitaires. Toutefois, j'aimerais tout d'abord remercier et vraiment chaleureusement les pays amis et organisations du système des Nations Unies qui ont fait des dons ou qui nous ont assistés lors des premiers moments les plus difficiles. Et je compte aussi sur la générosité, sur votre générosité à tous et à toutes, pour nous aider à assister nos populations, nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Les besoins à moyen et à long terme seront évalués dans un rapport ou dans le cadre de ce qu'on appelle couramment Post-Disaster Need Assessment, au programme d'évaluation de l'après-catastrophe. Pour ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons beaucoup de besoins et les besoins les plus urgents sont pour l'instant sur la table. Les besoins moins urgents à moyen et long terme seront notamment en termes d'infrastructures. Ceux parmi vous qui circulent en ville verront l'état des routes qui démontrent vraiment les dégâts causés par ces inondations. Et enfin, clôturons la série des interventions lors de cette importante réunion. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a encore une fois souligné qu'environ près de 250 000 personnes, dont des migrants et réfugiés, ont été touchées sur tout le territoire. 000 personnes nécessitent aujourd'hui une assistance d'urgence. Et à ce jour, a-t-il rappelé, le bilan de pertes en vie humaine s'élève à 11 morts. Écoutons le chef de la diplomatie djiboutienne. Réunis cet après-midi pour faire le point sur le rapport d'évaluation de la situation post-inondation établi par le secrétariat exécutif chargé des catastrophes naturelles dans le cadre du plan ORSEC déclenché le 21 novembre et en coordination avec le système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la montée des niveaux de la mer dans l'océan Indien et le réchauffement des eaux de surface créent un phénomène appelé le bipôle de l'océan Indien ou Indian Ocean Dipole dans la formule consacrée en anglais, et qui se traduit, les météorologues prévoient la récurrence annuelle ou biannuelle. Il s'agit donc pour notre gouvernement d'un cyclone. Un comité bien formé avait travaillé à travers l'ADDS, qui est une agence qui est sous l'autorité de Madame la ministre chargée des Affaires sociales, et sur une évaluation qui existe déjà aussi bien sur le court terme et le long terme. Le gouvernement complétera ce travail et ce rapport et le présentera aux partenaires en temps utile. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, a reçu au sein de son cabinet une délégation de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP du Québec, au Canada, venue lui rendre compte de sa mission auprès de son département. Au cours de l'échange qui a eu lieu à cette occasion, la ministre et les experts canadiens ont fait part de leur satisfaction quant au travail accompli et convenu de poursuivre la coopération avec l'ENAP sur des objectifs plus concrets. Auparavant, un atelier présidé par la secrétaire générale du ministère aux Affaires sociales, Ifra Ali,
s'est déroulée en présence de Melva Johnson, représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, et a permis à la partie canadienne d'exposer aux parties présentes les conclusions pratiques d'un travail consistant à doter Djibouti de guichets sociaux intégrés en lieu et place des guichets actuels. Et dans son intervention prononcée à l'occasion de cette réunion, la secrétaire générale au ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Ifrah Ali Ahmed, a rappelé donc que l'objectif était de réunir les services à vocation sociale dans un même lieu, dans chaque région, pour faciliter à la population l'accès à des services sociaux essentiels de façon rapide et facile. On l'écoute. Merci vraiment de votre participation, de votre présence autour de cette réflexion, autour d'un nouveau projet qui nous tient vraiment à cœur et qui nous unit de loin et de près par rapport au développement de notre capital humain, qui est la seule ressource que nous avons au niveau du pays. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, depuis 2018, est dans une réflexion d'intégration de ces activités par rapport aux autres, à ses partenaires. Une intégration qui nous permette, ou même qui nous oblige à un peu mettre en place une plateforme commune pour mieux servir et mieux se rapprocher avec la population dont nous sommes censés la servir. Cette expertise et cette réflexion qui a été entamée en 2018, avec le concours et le financement de l'UNICEF, nous sommes allés chercher cette expertise de très loin, de l'ENAP, avec l'ENAP Québec, pour pouvoir voir avec nous comment on pourrait mettre en commun, comment on pourrait mettre en synergie les efforts déjà de chaque. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a visité inopinément aujourd'hui le général des armées, siège du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Comme il est de tradition, officiers, sous-officiers et militaires de rang se rejoignent chaque jeudi à la place du grand rapport pour assister à la levée des couleurs. Ainsi, le général a tenu à participer à ce cérémonial. Accueilli à son arrivée par le chef de corps du régiment quartier général, le colonel Wagdi Djamar Moussa, le SEMGA a effectué la revue des troupes, puis a rendu les honneurs au drapeau à travers la levée des couleurs. Et par la suite, le chef d'état-major s'est adressé à la troupe pour leur expliquer l'objectif de sa visite. En effet, suite au déclenchement du plan Orsec en raison des fortes pluies diluviennes ayant endommagé les habitants et les principales artères de la ville, les forces armées djiboutiennes ont effectué pendant 3 semaines des opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. Et à cet effet, donc animé d'un sentiment de fierté et de courage, les militaires du régiment du quartier général se sont parfaitement illustrés dans leur secteur assigné, à savoir le quartier 7 et ses environs, en s'attelant à pomper les eaux usées des maisons, creuser des tranchées pour l'évacuation des eaux stagnantes, nettoyer et déblayer les rues, déboucher les égouts, débarrasser les ordures et détritus et surtout rassurer les personnes les plus démunies de leur soutien sans faille. Et pour ce faire, ils n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour secourir les population vulnérable. Satisfait du devoir accompli, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations et les a exhortés à fournir davantage où le besoin se fera ressentir.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le président de la Chambre de commerce de Djibouti a reçu hier le président de la région Oromia d'Éthiopie, Tchemelis Abdissa, en séjour depuis hier à Djibouti. Le déplacement du président de la région Oromo à Djibouti a trait à une mission de prospection et d'études sur l'identification de collaboration en termes de relations. En effet, l'Éthiopie est le troisième partenaire commercial de Djibouti et son premier client en termes de trafic vers les ports djiboutiens. L'Éthiopie est aussi notre premier partenaire économique dans la région pour Djibouti en volume avec une valeur de plus de 10 millions de dollars américains et cette région Oromo dotée donc d'un fort potentiel économique. Au cours de ce déplacement à Djibouti, M. Tchemelis Abdissa est également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires de sa région. Il s'agit là d'une volonté manifeste du secteur privé de cette région éthiopienne qui souhaite investir dans plusieurs secteurs à Djibouti, notamment dans le tourisme, l'import-export et la création d'unités industrielles. Et durant cette rencontre qui a vu la participation donc de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Abdulaziz Mohamed Ibrahim, l'ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Abdulaziz, donc plusieurs hommes d'affaires djiboutiens et éthiopiens. Cette rencontre économique s'est conclue par des rencontres business to business entre les hommes d'affaires éthiopiens et leur homologue djiboutien. Actualité internationale à présent en Afrique, donc au Niger, 71 soldats ont été tués dans une attaque djihadiste contre un camp militaire. L'armée nigérienne a subi mardi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée au défi donc djihadiste lors de l'attaque du camp d'Inat dans l'ouest qui a fait 71 morts. Le sommet entre la France et les pays du Sahel prévu le 16 décembre a été reporté pour début 2020. L'armée nigérienne a subi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confronté au défi djihadiste lors de l'attaque mardi. Donc, un précédent bilan de sources sécuritaires faisait état de plus de 60 morts, précisant que les terroristes ont pillonné le camp à l'aide d'obus et que beaucoup de victimes étaient décédées dans des explosions de dépôts de munitions et de carburant. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition au Royaume-Uni, c'est le jour J pour les Britanniques. Après 2 mois de désaccords politiques sur le Brexit, ces élections anticipées ont été convoquées pour sortir le Parlement de l'impasse. Les électeurs vont faire un choix et de là en découlera le Brexit selon Boris Johnson ou le Brexit selon Jeremy Corbyn, ou bien les électeurs britanniques peuvent encore ne pas apporter de réponse claire, ce qui serait sans doute un désastre pour le pays. Les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne il y a maintenant plus de 3 ans. Theresa May est la première ministre qui a enclenché le processus de sortie de l'Union en mars 2017, mais elle n'a pu aller au bout. Son accord de sortie négocié avec l'Union européenne, bloqué à plusieurs reprises par les parlementaires, elle a dû démissionner. Nommé par le Parti conservateur, Boris Johnson l'a remplacé en juillet dernier, mais depuis, entre les démissions de membres de son gouvernement, la suspension du Parlement, la perte de sa majorité absolue, l'annulation de la suspension du Parlement, la négociation d'un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne et finalement l'impossibilité de sortir de l'Union le 31 octobre, Boris Johnson n'a eu d'autre choix que de convoquer ces élections au plus vite pour espérer trouver une issue. Les résultats de ces élections anticipées sont attendus aux premières heures du 13 décembre prochain, c'est-à-dire demain. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.